Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Wendy Bouchard. Merci de nous rejoindre, vous qui êtes député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. C'est Éric Coquerel qui a réagi dans le journal et qui représentait Jean-Luc Mélenchon ce matin. Certains ont vu dans ce rassemblement une réunion d'opérette. Vous aussi, Adrien Quatennens ? Écoutez, je pense d'abord il était important que cette réunion ait lieu. Nous sommes en campagne avec Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de novembre et ça fait des mois qu'on réclame qu'on puisse ouvrir une discussion sur le programme. Je vois que ce que nous proposions depuis des mois et qui était systématiquement refusé par le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, est semble-t-il acté à l'issue de cette réunion avec le relevé de décision qui en découle, puisqu'une prochaine réunion aura lieu en mai et qu'il sera question notamment de l'accord de respect mutuel que nous avions proposé, d'appel commun à des mobilisations et sans doute également d'ouvrir des débats publics sur le programme. Et comme pour nous le programme c'est vraiment ce qui est central, je pense que ce serait salutaire qu'enfin on vienne à des débats de fond qui permettent à la fois d'intéresser les Français sur les sujets qui nous occupent et d'observer ce qui fait accord entre nous et ce qui est aussi ce qui peut faire aussi désaccord, parce qu'il ne faut pas mépriser ou mettre de côté les sujets qui peuvent faire débat entre nous. Donc, puisqu'il y a en quelque sorte sur la table l'idée d'un projet d'accord de respect mutuel, je vais aussi essayer de vous le dire avec le plus grand des respects, mais je ne vois pas bien en revanche à quoi joue Olivier Faure à l'issue de cette réunion en annonçant qu'il y aurait en quelque sorte été décidé en son sein d'une candidature commune entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire en quelque sorte à reproduire l'offre de centre-gauche de 2017 et où il embarque au passage Génération de Benoît Hamon, alors que d'après les éléments qui m'ont été remontés par Éric Coquerel, ni Benoît Hamon, ni Julien Bayou, ni Sandrine Rousseau, ni Éric Piolle, qui étaient participants à cette réunion, n'ont donné leur accord pour ça. Donc je dis attention aussi à ce que les uns et les autres racontent à l'issue de cette réunion. Déjà, c'est bien qu'elle ait eu lieu, c'est bien que nous soyons accordés sur ces quelques points, mais bon, aujourd'hui, je mets en garde contre finalement ce qui pourrait être interprété à l'issue. Voilà. Et ne faisons pas l'erreur de croire qu'il pourrait y avoir une quelconque dynamique qui exclurait, mettrait de côté le candidat qui aujourd'hui est en tête dans les sondages à gauche, qui est bien Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire. Oui, vous ne niez pas, en vous entendant, cela dit, Adrien Quatennens, que face à la fragmentation de notre pays, l'idée de rassembler, de réunir, ou en tout cas de trouver les points communs, a du sens. Et c'est aussi l'objet de vos propos et l'objet de cette réunion. L'union, elle peut être valable sur des enjeux locaux, si nous mettons de côté la présidentielle et donc votre chef, on y reviendra, Jean-Luc Mélenchon, la stratégie que vous adoptez d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais, une candidate unique pour la gauche. Ça, vous avez réussi en local. Karima Delli face à Xavier Bertrand, notamment sur les territoires. Bien sûr, et c'est une bonne chose, et nous l'avons fait, nous l'avons d'ailleurs rendu possible pour la raison qu'on le sait. Les désaccords qui persistent entre les différentes formations politiques à l'échelle nationale, je pense à la question européenne par exemple, qui est vraiment au cœur de nos débats, à la question institutionnelle, ces désaccords-là ne sont pas en cause dans une élection régionale. Donc partout où il est possible de se retrouver, dès lors que la condition et la clarté de ce que nous avons apporté ensemble, c'est possible. En revanche, voilà, à l'échelle nationale, je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est la formule de mon collègue Corbière qui résume le mieux les choses, je trouve. C'est pas de division superficielle, c'est-à-dire s'il y a des divisions qui peuvent être évitées, évitons-les, mais pas non plus d'union artificielle qui ferait en quelque sorte que, allez, on se met autour d'une table, on met tout ce qui dérange et tout ce qui fait débat entre nous sous le tapis, et on en ressort bras dessus, bras dessous, en pensant que ça va produire le moindre effet dans l'opinion. Vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde les sondages, et même s'il y a un an d'une élection, j'admets qu'il faut regarder ça avec beaucoup de précaution, ce qu'on voit d'abord, c'est premièrement la faiblesse historique de la gauche depuis le début de la Ve République, et je crois que ça tient notamment à la fois à tous les désespoirs qui ont été suscités par le quinquennat Hollande, qui a laissé des traces qui ne sont pas aujourd'hui refermées, à la capacité de la gauche à porter des idées nouvelles, des idées neuves qui fassent notamment réponse aux grandes préoccupations des Français, qui sont l'emploi, le pouvoir d'achat, et puis surtout, on peut quand même observer le fait que dans un paysage qui serait éclaté, on voit que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui incarne en quelque sorte un pôle populaire, est quand même loin devant les autres candidats, mais qui plus est, et ça doit nous interroger sur la bonne stratégie, lorsque on voit qu'il y aurait un pôle de centre-gauche qui se rassemblerait face à Jean-Luc Mélenchon, non seulement on voit que pour ce pôle de centre-gauche, l'addition ne se fait pas, mais qu'en plus, Jean-Luc Mélenchon progresse. Donc ça doit quand même nous interroger sur ce qu'est la bonne stratégie. Ça veut dire les injonctions en quelque sorte à l'unité, et évidemment que cette question doit être traitée, mais le plus important, c'est la clarté. Et en l'occurrence, et j'en termine là, avec Jean-Luc Mélenchon, nous portons une ligne qui est claire. C'est une ligne à la fois de gouvernement, mais de rupture. Si à la fin de tout ça, on doit avoir un résultat qui mène à une candidature qui serait sur une ligne, pour le dire vite, à la François Hollande repeinte en verte, ça ne marchera pas. Vous n'aimez pas qu'on repeigne en vert un programme, mais l'écologie reste manifestement votre matrice. On va y venir. Simplement, pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite obtenir, vous le disiez, un pacte de non-agression.
Pas d'opposition, Adrien Quatennens, ça veut dire on ne contrarie pas, on ne contrarie pas le chemin du leader à ce jour et à 1 an de la présidentielle avec les précautions qu'on doit prendre en effet. Pardon, j'ai pas compris votre question. On ne doit pas contrarier aujourd'hui le fait que le leader, Jean-Luc Mélenchon, est bien leader dans les sondages. On ne se donne pas de voix à une autre alternative à gauche, j'entends. Non, mais il s'agit d'abord de parler de fond, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que qu'il y ait, par exemple, que le Parti socialiste, qu'il y ait une volonté d'une candidature sociale-libérale, sociale-écolo. Moi, je l'entends, mais c'est une offre politique qui a existé en 2017 et dont on a connu le résultat à la fin. Avec Jean-Luc Mélenchon, ce que nous portons, je l'ai dit, c'est une ligne de gouvernement et de rupture. Alors, on ne dit pas c'est à prendre ou à laisser sur le programme. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on pose des actes sur le programme, on a de cesse d'envoyer notre littérature à tout le monde, pas pour se faire plaisir, mais pour dire, voilà, discutons de fond, discutons de programme. Et je vous le dis, moi, je considère aujourd'hui, quand on regarde les intentions de vote, qu'il y a un endroit sur lequel on ne met pas assez l'œil, c'est tout ce qui se trouve en extériorité aux intentions de vote. C'est l'abstention. Pour nous, l'abstention est un message politique. On ne peut pas continuer à aller d'élection en élection sans le peuple. Jean-Luc Mélenchon l'a dit. En 2022, il s'agira de faire revenir à la politique des millions de dégoûtés, des gens qui s'en tiennent aujourd'hui à l'écart, précisément à cause des renoncements, des trahisons. Je crois que la période, c'est que derrière l'épidémie dont il faut se sortir, on voit qu'il y a un cataclysme social qui se joue dans le pays, entre la pauvreté qui s'étend, la richesse qui s'accumule toujours plus entre quelques mains et les emplois détruits massivement. Voilà des réponses que nous devons apporter et on ne peut le faire qu'à la condition d'incarner une ligne de gouvernement et de rupture, ce que nous faisons. Alors nous sommes ouverts à la discussion, mais par contre attention à ces discours qui finalement au sortir de réunions qui ont tout à fait leur intérêt, viseraient à dire voilà, on va en gros recommencer, on prend les mêmes qu'avant, on recommence et on fait la même chose. C'est-à-dire en gros une candidature de centre-gauche qui, je pense, n'est pas en mesure de faire revenir tous ces gens qui s'en écartent à la politique. Comment on interprète certains messages ? Le fait que votre leader est à 15 heures de vol en moyenne de Paris, pour parler notamment d'écologie, en Équateur puis en Bolivie, ne pouvait-il pas se rendre, Jean-Luc Mélenchon, au chevet des agriculteurs sinistrés par le gel pour parler avec la même pertinence de ce sujet crucial ? Bien sûr, et d'ailleurs vous avez vu que nous en avons parlé, ma collègue Bénédicte Taurine a réalisé une magnifique question au gouvernement cette semaine sur les agriculteurs et je pourrais vous en parler. C'est sûr que quand on a des milliers d'hectares qui sont dévastés, 80% de pertes annoncées pour les viticulteurs, les arboriculteurs, tout ça est bien évidemment, vous l'avez dit dans votre question, c'est d'abord et avant tout le résultat du changement climatique, raison pour laquelle nous appelons la planification écologique et évidemment que nous agissons sur le sujet. Maintenant, moi je dois dire que le voyage international de Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup parler, et essentiellement, disons-le, qui a été fomenté de polémiques par notamment les proches d'Emmanuel Macron, comme d'habitude. Disons qu'il se trouve à la frontière brésilienne où le variant du virus Wendy fait Bouchard, vous savez d'abord, ravages. première chose, vous avez là en l'espèce un responsable, un président de groupe parlementaire, membre de la commission des affaires étrangères, qui est invité par le gouvernement là-bas pour parler notamment de questions qui, vous n'allez pas me dire qu'elles sont pas centrales. Il va s'exprimer notamment devant le Parlement andin sur la question de la levée des brevets sur le vaccin. De la même manière, la Bolivie, entendez-moi, la Bolivie, l'épidémie circule moins qu'en France. La Bolivie a fermé ses frontières avec le Brésil avant la France. Et je ne vous ai pas vu, a priori, vous émouvoir du fait qu'il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian était lui en déplacement en Inde où l'épidémie explose. Il est ministre et là, des Affaires étrangères. J'ai pas entendu de polémique. Donc d'ailleurs, c'est salué qu'un responsable politique consacre autant de temps aux questions internationales. Je crois que c'est aussi finalement à la hauteur des ambitions quand on prétend gouverner un grand pays comme la France. Merci Adrien Quatennens.